Alors bonjour à tous, on va vous présenter le projet du char mycénien. Alors c'est un projet qu'on a construit avec Intercycle, donc l'association que vous connaissez, pour le Festival européen latin grec dans le cadre justement des représentations de cette année qui portait sur l'Iliade. Donc c'est le festival qui a entièrement financé le char. Et je remercie beaucoup tous les acteurs qui ont participé aussi au niveau bénévole pour la construction de cette première mondiale d'un char mycénien. Donc vous pourrez voir ça, tout le suivi sur Intercycle et sur la chaîne du festival en tapant char mycénien. Donc ça c'est un classique, je pense que vous connaissez. Là-dessus je vais vous présenter tous les détails techniques et ensuite je donnerai la parole à mon acolyte Nathalie, qui s'occupe de l'association des Portes de l'Histoire. Justement c'est de la reconstitution équestre et elle vous racontera tout ça après. Alors en fait, l'époque mycénienne, elle se déroule en fait de moins 1500, on va dire moins 1400 jusqu'à moins 1000. Et c'est une période pour laquelle on a peu de données archéologiques, beaucoup d'iconographie pour le char. Alors il faut savoir qu'à l'époque, en fait, il y avait des artistes qui dessinaient un petit peu tranquillement, et quand ils font une représentation, j'adore les accents, une représentation d'un char mycénien, ils le font sur des poteries ou alors sur des bas-reliefs, ce qui fait qu'en fait c'est toujours des dessins approximatifs. On n'a pas de dessin très chiadé justement d'un char mycénien. Il y a aussi M. Crouel qui a édicté une thèse justement sur les moyens de locomotion à l'époque mycénienne, donc de moins 1400 à moins, on va dire maximum moins 1000, c'est-à-dire 200 ans avant la guerre de Troie. Je pense que vous connaissez à peu près toute l'histoire de la guerre de Troie, et c'est un char à peu près similaire qu'on a pour le char d'Achille, même s'il y a des différences forcément parce que ça évolue. Alors pour le travail sur ce projet-là, on a travaillé justement avec la Maison de l'Orient méditerranéenne, c'est-à-dire le CNRS qui est à Lyon. On a travaillé avec les Portes de l'Histoire qui nous ont donné beaucoup d'indications sur des publications qui ont été effectuées sur des chars postérieurs, c'est-à-dire de moins 600 qui étaient eux cerclés en métal, parce qu'on verra que ce char a une particularité toute relative, c'est qu'il est cerclé justement en cuir, et d'ailleurs c'est pas totalement un cerclage, c'est plutôt une protection. On a travaillé aussi avec des chercheurs, des enseignants. Ce qui est top sur ce projet, c'est qu'on a fait intervenir des jeunes, alors ça fait un peu vieux de dire ça, mais des jeunes, c'est-à-dire en l'occurrence des lycéens de la Duchère, la Martinière Duchère, qui est un lycée à Lyon, les apprentis de la Giraudière, qui est un centre d'apprentissage sur le bois, charpenterie, etc. La Giraudière au niveau métal, des artisans, que ce soit des artisans soudeurs, des artisans donc tourneurs sur bois comme Alexis Perdry, menuisiers comme François Bérère, donc après c'est tous des artisans qui ont l'habitude de travailler sur des techniques anciennes. C'est pour ça que j'aime travailler avec eux, parce qu'ils ont le recul sur la manière dont on pouvait travailler le bois, travailler différentes structures comme le cuir. Et justement le cuir, c'est les compagnons du devoir, en l'occurrence Marco Chameton, qui a travaillé et qui nous a aidé sur la structure du char. Et vous verrez qu'effectivement, au-delà des pneus en cuir, il y a à l'intérieur, on fera un plan plus tard, toute une structure de quadrillage en fait de lanière en cuir qui sert de suspension. Et le lycée Hector Guimard qui lui s'est occupé de la fonderie, parce que c'est donc en l'occurrence c'est des personnes qui ont coulé dans des moules à la cire perdue, par exemple les goupilles. On a beaucoup d'autres choses sur le bronze et sur le cuivre, mais je vais vous raconter tout ça. Alors ce char, c'est un char à 2 chevaux, et Nathalie vous en parlera après, mais surtout c'est un char de transport. C'est pas un char de combat ou un char de course, ce qui fait qu'en fait les personnes en fait les aristocrates étaient récupérés au palais et amenés soit à un autre palais pour faire une communication, soit sur un champ de bataille, déposés sur le champ de bataille. Après, ils survivaient, c'était très bien, ils repartaient sur le char. Ils survivaient pas, et ben tant pis, ça arrive. Donc c'est un char à 2 personnes. Ce qui fait qu'en fait, il y a un premier enrige, c'est-à-dire un premier conducteur qui monte, qui monte ici et qui se cale avec ses pieds sur le rotin. Vous verrez, il y a des garde-corps qui sont en rotin, exprès parce qu'il a les mains prises, soit par les multirênes, parce qu'il y a plusieurs rênes en fonction, soit par une cravache et les rênes. Et donc en fait, il est en suspension ici. Vous verrez, effectivement, c'est très suspendu. Et derrière, l'aristocrate monte et justement est guidé sur 5, 10, 20 km avec le char. C'est pas un char de course parce que justement, même si c'est agréable en suspension, à un moment, enfin 30 km/h ça va déjà vite, 50, l'aristocrate il s'envole, surtout qu'il est lourdement chargé. Et il se tient quand même, oui. On a quand même voulu laisser obligatoirement cette partie libre, vous la voyez ici, pour que justement l'aristocrate soit visible, parce que c'était quelqu'un qui était important, qui pèse dans le game, ok, donc il fallait qu'il soit visible et beau. Et toute l'autre partie justement est structurée en cuir, sur du rotin, sur un garde-corps en rotin. Alors le rotin est attesté chez les Gaulois, il y avait justement chez les Égyptiens aussi un même principe en rotin, sauf qu'en Grèce on ne trouve pas de rotin.
On sait qu'il y a des échanges commerciaux par contre avec l'Égypte et avec la Perse sur ce rotin-là. Donc on suppose qu'effectivement il se faisait livrer ou il courbait du rotin. Il y a une autre possibilité qui est l'étuvage ou le cintrage, c'est-à-dire qu'en fait on prenait des arbres jeunes par exemple et on les passait à l'humidité et à la chaleur dans une sorte de bloc parallépipède et après on les cintrait, c'est-à-dire qu'ils se laissaient plier et en fait on les encastrait et une fois que c'était plié, il n'y avait pas de souci, le bois prenait sa forme et restait dans cette optique-là. On va redescendre pour continuer. Nickel, merci. Alors donc je continue sur ce principe, sur ce truc-là. Ici, vous voyez, on a le timon, c'est-à-dire la grande partie qui est en dessous, celle qui tient justement le char. Et d'habitude, les chars antiques n'ont pas cette partie que vous voyez en dessus, là, qui est une partie purement décorative ici, parce que c'est un choix qu'on a fait de travailler en archéologie reconstitutive, enfin expérimentale en l'occurrence, sur ce type de char. Un, parce que je le trouvais très beau. Deux, parce qu'on a trouvé effectivement que c'était assez atypique, parce que d'habitude, il n'y a pas ça. Et je trouvais que purement pour travailler avec le public justement sur les différentes scènes, comme ici aux Journées gallo-romaines, il y a un point d'attache, 2 points d'attache et 3 points d'attache me paraissait plus rigide et plus viable sur du long terme pour faire tourner ça sur des spectacles. Mais pas forcément spectacle, ce qui ne veut pas dire quelque chose de péjoratif. C'est des spectacles justement pour vulgariser les connaissances. Donc tous les apprentis élèves ont travaillé. Ça c'est l'atelier de la Giraudière qui a fait toute la structure bois. On l'a allégé ultérieurement pour donner cet aspect élancé. Ça c'était la deuxième partie parce qu'en fait on s'est basé sur les représentations iconographiques et théoriquement les roues elles étaient décalées ici à l'arrière et on s'est rendu compte en testant avec les chevaux que toute cette partie là reposait sur les garrots des chevaux et que en fait c'était trop lourd et qu'ils avaient tendance à partir au galop pour se débarrasser du char. Donc on s'est dit ça va pas, donc on a en phase 2 justement c'est le principe de l'archéologie expérimentale et du test, on a démonté toute la structure en dessous, on a tout décalé et on a recreusé effectivement pour qu'on puisse avoir, vous allez voir à l'intérieur, des encoches pour les lanières en cuir parce que ce principe de char en fait est démontable, je vous en parle juste après. Donc en fait une fois que le poids a été réaligné parce que axialement c'était bon, les chevaux maintenant acceptent beaucoup plus de porter le char et sont beaucoup plus à l'aise. Alors pour les roues c'est quelque chose de très particulier. Théoriquement, là on a contourné un peu un problème, parce que je préfère être franc sur le sujet. Théoriquement, c'était une longue tige en bois qui était plate, à peu près on va dire de 8 mm, et ça pouvait être plus, c'était variable, qui était pareil, étuvée et cintrée. Et en fait, on faisait une sorte de spirale, et quand toute la spirale était enroulée, on mettait des ligatures soit en cuir, soit en fil de cuivre, pour maintenir toutes ces bandes qui étaient cerclées en spirale. Ce qui permettait de bloquer les rayons dans le moyeu. Il y avait un rayon comme ça et un rayon comme ça. Et justement, la structure était maintenue. Alors, les structures à 4 rayons, c'est-à-dire, enfin à 2 rayons comme ça croisés, c'est une structure très particulière de l'époque mycénienne. On retrouve ça qu'à cette époque-là. Et on n'a pas de traces archéo là-dessus. C'est très compliqué d'en trouver. Donc, ce qu'on peut supposer, c'est d'avoir un moyeu dans lequel étaient enfichés les rayons, ici et ici, pour éviter que ça casse. Parce que 4 rayons, les moindres dévers latéraux font casser les rayons. Alors après, on a trouvé ultérieurement un bloc intégralement fait en bronze qui était moulé, c'est-à-dire moulé à la cire, on avait versé du bronze dedans avec des sortes de petites tubulures dans lesquelles on encochait les rayons, mais ça c'est un autre style. Donc ici pour l'axe qui a été tourné par le tourneur sur bois, on a mis à l'intérieur des moyeux qui prennent en sandwich la roue, on a mis des bagues en bronze parce que Philippe, qui est le gérant de l'entreprise KS Motorcycles sur les tests de Harley Davidson, avait quand même beaucoup de recul sur le principe de frottement et il nous a dit bois sur bois ça va pas être bon, ça va chauffer et on va obtenir une cassure. Donc en fait le tourneur a fait une encoche, on a mis des bagues en bronze et en fait il n'y a pas de problème maintenant, limite à force de tourner ça me vitrifie presque le bois interne de l'axe, ce qui fait qu'on n'a plus de problème. Donc là on est bon. On a mis des bagues en bronze parce qu'on reste sur le bord pour bloquer tout ça avec des goupilles. La caractéristique très particulière c'est les pneus en cuir. Alors sur la roue, quelle qu'elle soit, comme nous on l'a fait, c'est-à-dire en plusieurs blocs assemblés parce qu'on ne pouvait pas avoir le cintrage, parce que l'entreprise qui devait le faire a déposé le bilan entre temps, donc on a été pris de court et on s'est rapproché de ce qui se faisait. Les chars égyptiens, il y a déjà eu des tests justement où ils montent ces spirales, vous pourrez trouver des documentaires qui en parlent. Mais en tout cas, il y a le cuir qu'on a fait chauffer dans de l'eau sans le bouillir parce que ici vous allez voir quand vous passerez il y a une couleur différente qui est beaucoup plus sombre et en fait c'est parce que le cuir a trop cuit et en fait il est devenu un peu limite cassant.
tandis que si on le fait cuire normalement à température, on va dire à peu près correcte, ça bouille très légèrement, on obtient un cuir qui est résistant, qui est malléable, mais en même temps qui est rigide. Et avec le temps, en fait, ce cuir, il se patine, et plus il roule, plus la couche en fait se tasse et elle devient une sorte comme pétrifiée en fait. Ce qui fait que le dessus est extrêmement résistant, tout en ayant une souplesse sur les côtés. Et après on s'est dit, vu que ces chars, et je viens à ce que je disais précédemment, vu que ces chars étaient en pièces détachées, c'est-à-dire que en fait quand il y avait des ateliers sur les routes, et en fait quand il y avait ou dans les palais, quand il y avait une cassure justement un élément qui était brisé, on pouvait le changer parce que c'était des standards de création. Donc en fait, par exemple, quand ils allaient changer la roue, ou en tout cas le revêtement en cuir, ils disaient comment est-ce qu'on peut faire ça rapidement. Et en fait, il suffisait, parce qu'on a galéré pour trouver cette technique, il suffisait d'avoir logiquement des clous en cuivre traversants. Et en fait, comme le cuivre est une manière malléable, on les repliait, on les faisait en travers, etc. Ce qui permettait d'enlever le cuir, coup de marteau, on les sortait, on enlevait le cuir cassé, on replaquait, parce que c'est des standards pareils, et comme les trous étaient déjà faits, hop, ça se remettait avec des gabarits, c'est-à-dire un gabarit c'est une sorte de maquette, enfin de modèle, et on le plaquait hop hop hop, et il y avait ça se passait très très rapidement quoi. Grosso modo, franchement, en 1 heure, je pense que l'intégrale était fait. Parce qu'un char comme ça, à la vitesse à laquelle on l'a construit, grosso modo, je pense que franchement, si les artisans, parce que c'était des artisans très très efficaces qui travaillaient là-dessus à l'époque, je pense que logiquement, ils devaient mettre 3 semaines, je pense, pour construire, on va dire 1 mois pour construire un char. Vraiment, une fois qu'il y avait tous les matériaux. Et la caractéristique de ce timon, alors on l'a fait un petit peu surévalué parce que j'ai craint d'avoir soit trop faible et que en démonstration que ça casse. Donc j'ai préféré avoir une épaisseur arbitraire, je reconnais, par rapport aux chars égyptiens, par rapport aux chars assyriens qu'on avait vu effectivement en travail. On s'est dit on va prendre quelque chose qui tient la route. Et donc ce timon-là, en fait, est un peu surdimensionné, mais surtout à l'époque, chez les Grecs, il y avait 2 possibilités, parce que je pense que vous voyez, ici, il y a une inclinaison, et cette inclinaison, en fait, à faire sur un bloc on va dire, de 80 mm, c'est-à-dire 8 cm d'épaisseur, c'est très compliqué à faire. Il y a 2 possibilités, il y a soit les tubages dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire dans des grands blocs parallélépipédiques où on met la chaleur avec l'eau et après on peut arriver à couder, il faut laisser sécher, ou alors il y a l'autre technique qu'on avait vue précédemment et qu'on a vérifié ici, c'est qu'ils faisaient pousser des arbres en fait et qu'ils leur donnaient avec une sorte de gabarit et des câbles directement la courbure nécessaire, donc les arbres grandissaient etc. et ils les replantaient régulièrement, ce qui fait qu'ils obtenaient des timons en fait directement prêts à utiliser, c'est-à-dire équarris et rabotés, et on était bon, ce qui était beaucoup moins problématique que de faire sans arrêt de l'étuvage. Et comme c'était des pièces standards généralement, ça changeait entre chars, on était pas mal. Alors c'est un char extrêmement léger mine de rien, le nôtre est assez lourd, ça veut dire qu'il doit être à peu près aux 90 kg, peut-être 100 avec les jouguets dont on va vous parler tout à l'heure. Là, je pense qu'au niveau de la caméra, on va pas être trop mal. Et donc c'est un char avec vraiment, à l'époque, il devait être à peu près à 60 kg. Enfin 60-70 maximum, ce qui fait que c'était des chars extrêmement légers parce que traînés par des petits chevaux, et c'est pour ça qu'effectivement Nathalie va vous en parler. C'est des chevaux qui ont l'habitude des chemins de montagne, à part les grandes plaines en Syrie, parce qu'il y a des chars mycéniens qui ont été trouvés en Syrie, mais généralement il faut que ce soit des petits chevaux qui aient l'habitude des chemins un peu en mi-chemin entre le mulet et l'âne pour pouvoir enquiller tout ce qui est les chemins complexes. Et donc forcément léger c'est mieux. Et donc ici vous voyez toute la structure du rotin dont je vous parlais, qui a été, donc lui il a été coudé par le patron des vanneries de France qui donc nous l'a fait et nous l'a envoyé, qui est en Haute-Savoie. C'est pour ça que je vous dis qu'on a fait travailler beaucoup de monde, que ce soit des étudiants ou des lycéens, parce qu'au moins on avait un travail concret et manuel, et pour les apprentis ça a donné effectivement la manière d'avoir un projet de recherche qui se concrétisait sur le travail manuel qu'ils avaient eux, et tout le monde pouvait apporter sa pierre et arriver justement sur cette première mondiale, parce que le but en fait c'est d'avoir des projets qui dépassent l'immédiateté, c'est-à-dire que quand on a un défi, et en plus sur un défi sur que de l'iconographie, c'est hyper stimulant, bon, mon avis. Donc là-dessus, on avait le rotin, donc qu'on lie généralement, qu'on ligature soit avec des clous, soit avec des chevilles qui rentrent effectivement dans le bois, et quasiment pas de colle en fait, parce que comme c'est démontable, et que j'ai tout démonté à un moment, j'ai constaté que franchement la colle, fallait pas. Hein.
Donc j'ai pas mis de colle après et j'ai fait que du chevillage et de la ligature en cuir et ça se passe très bien. Il est fragile en apparence mais c'est pas vrai. En fait il est souple parce que je vous rappelle sur le principe des vecteurs et des forces, quand ça claque comme ça, l'énergie revient. Donc forcément ici plus c'est souple, plus l'énergie est dispersée. J'ai dit une bêtise? Non, pas du tout. Justement, je voulais revenir là-dessus. C'est que tout ce qui est attelage équestre, hippomobile, il y a toujours des bois qui sont à la fois durs et souples. Parce que les pressions qu'il y a avec les chevaux et la rapidité, c'est bien plus qu'avec une simple manipulation humaine. Du coup, si on n'a pas ça, ça craque. Ah oui, c'est pour ça. Alors après, je pense qu'on a fait peut-être une erreur, mais ça, on n'en sait rien vu l'expérimentation qu'on fait. C'est ici, vous voyez, il y a des gros blocs ici, donc ça c'est le timon. Je pense qu'on aurait pu se passer de ces blocs-là et épaissir la caisse, ce qui aurait évité d'avoir ces côtés-là. Et vous verrez à l'intérieur, en fait, on a fait des petites encoches pour qu'en fait, si jamais il y a les lanières qui claquent, ce qui n'était pas arrivé, on puisse facilement les déclipser, les enlever et les remettre. Parce qu'en fait, ce système de suspension, parfois, avec le temps, avait tendance à claquer. Alors, il y a petite question, c'est du cuir. Parce qu'ici, on est en Gaule, donc il y a des moments où il y a de l'hydrométrie qui change beaucoup entre l'été et l'hiver. Sauf que dans ces pays là-bas, il fait beaucoup plus sec de manière régulière et on pouvait utiliser ce qu'on appelle le ride, qui est de la peau qui n'est pas tannée et c'est bien plus rigide et bien plus solide. Et quand les archéologues peuvent dire que c'est du cuir, en réalité, quand on fait les études et que c'est des atomes qui restent, les molécules du ride c'est la même chose que la molécule du cuir, donc on suppose que nous en tant que cavaliers et tout ça, que ça pouvait être probablement du ride et déjà sur d'autres types de chars plus tardifs, comme certains chars de course romains, on retrouve aussi le tressage et du coup, c'est pareil, Rome il fait beau, donc on n'a pas le problème de la dégradation qu'on aurait ici en Gaule en utilisant ça. Donc ici c'est vrai qu'on a fait le choix de faire du cuir. Et donc pour ça on s'est basé sur une thèse sur deux thèses, sur une thèse d'abord qui est celle de Crouel, qui est un chercheur néerlandais, donc qui a travaillé sur les moyens de transport, je vous disais, donc on a pu avoir plusieurs types de chars, et sur l'étude de Sproit, c'est un Belge qui a travaillé sur un char mais qui est de 600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire beaucoup plus tardif que cela parce que là on est en moins 1400 et Sproit il a fait justement ces types de roues, vous savez, qui sont en spirale et il avait ce type aide-moi. De tressage effectivement. En dernier justement, cette flexibilité elle est quand même nécessaire et vous allez voir pourquoi quand on monte etc. Et ici vous avez un garde-corps interne, lui il est fait parce que l'orige, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il est comme ça, quand il tient les rênes, il est obligé de s'appuyer puisque ses pieds s'enfoncent dans les lanières et qu'en fait il n'a aucun point d'appui si ce n'est les genoux. Alors on suppose qu'il y avait des rembourrages, mais là il faudrait d'autres tests, d'autres expériences qu'on fera avec le temps. Là on a pris du cuir de vache et pour faire toute la structure du garde-corps. Alors généralement eux ils avaient du léopard ou assimilé ou des bêtes parce que c'est des chars, je vous rappelle, pour Aristocrate, c'est comme des grosses voitures chères aujourd'hui, donc ils les décorent, ils les customisent, comme ça quoi, grosso modo. Ah, c'est joli ça. C'est très joli, on est tous d'accord. Génial. Et là par contre c'est du porc, on a pris de la couenne de porc parce que déjà c'était moins cher, mais surtout c'est parce qu'elle était beaucoup plus résistante et beaucoup plus épaisse. Et forcément on a alterné entre les différents types de cuir, ce qui devait se passer de toute façon à l'époque. Et donc grosso modo vous avez toute la structure de ce char, de ce projet en tout cas, qui met de multiples acteurs et je vais laisser la parole donc à ma confrère des Portes de l'Histoire qui s'occupe de la reconstitution de cavalerie équestre, qui va vous parler et je vais l'installer du mort qui était à l'époque, de ce qu'on appelle les jouguets, ce qui se mettent sur le cou du cheval, qui pareil eux aussi auraient dû être cintrés en étuvage, mais bon on n'a pas pu, donc on a fait un cintre qui était en bois assemblé, et en dernier du joug qui est ici. Et pareil, donc on l'a fait en lamellé-collé, c'est le menuisier François Bérard qui l'a fait avec 200 couches de frêne. On a choisi le frêne parce que c'est extrêmement, c'est souple. Ah, mais le frêne, c'est ce qu'on utilise toujours pour les voitures hippomobiles. C'est ça, parce que c'est souple et dur. Un bois, c'est ça. Et l'essieu, on l'a choisi en chêne parce que comme c'est un bois extrêmement compact et résistant, comme c'était en bois de fil, on voulait quelque chose qui tienne la résistance. Donc Nathalie, à toi. Voilà. Alors le jouguet. Le jouguet, c'est le plus ancien type de harnais pour les attelages biges, c'est-à-dire avec 2 chevaux. Donc vous avez le timon et on a de part et d'autre un cheval à gauche
un cheval à droite. Et sur chacun des chevaux, on va positionner donc ce crochet en fait, qui va venir se positionner non pas sur le garrot, mais un peu au-dessus du garrot, à la même place que les colliers du 19e siècle, les colliers d'attelage. Vous avez en dessous une bricole, donc la bricole, c'est le sanglage qui va venir rejoindre le bas de l'encolure, donc ça entoure l'encolure comme un collier, et vous avez la sangle qui passe sous le ventre. Donc le cheval tire par le cou, comme un collier. Et donc ça se met... Alors, voilà, une fois, vous voyez ce champignon, on va venir le mettre ici. On va positionner le joug dessus. Vous avez 2 petits anneaux ici, et avec cette grande bande de cuir, on va venir tout attacher par l'aide d'un anneau et d'un cordage. Et l'ensemble là, quand le cheval avance, ça tire tout le char. Et c'est extrêmement mobile, ce qui fait qu'on a plusieurs axes en fait, on a plusieurs pivots. On peut tourner, on peut reculer. Alors comme vous pouvez le constater, pour ceux qui connaissent l'attelage, dans l'attelage moderne, enfin moi à partir du 18e c'est déjà moderne, vous avez ce qu'on appelle les timoniers derrière, donc avec les traits. Donc ça guide le cheval, et le cheval il va vraiment rester comme là. Mais là au niveau de l'Antiquité ça n'existe pas. Donc pour le dressage des chevaux, la plus grosse difficulté, ça va être de les habituer à rester vraiment parallèles l'un à l'autre, parce qu'ils vont avoir envie de se mettre comme ça, ils vont avoir envie de pousser comme ça, parce qu'il n'y a pas ces 2 bandes de cuir qui va les maintenir, les traits qu'on a rajoutés bien plus tard à l'époque des carrosses. Donc ils avancent, ils sont tenus à la période de l'Antiquité. Alors là, les seules représentations qu'on a sont bien plus tardives, elles sont grecques, et on voit bien qu'ils ont 4 guides, alors que dans la période moderne, on en utilise en général 2 qui sont croisés. Ils ont 4 guides, donc chacune des guides sont reliées à la bouche du cheval, et on récupère tout dans la main gauche, et dans la main droite, effectivement, on a le fouet. Alors, donc c'est relié à des morts. Donc vous avez ici le choix d'avoir mis des œillères. Les œillères, on les retrouve sur un tout petit fragment de fresque à Chronos, oui, dans le palais. Donc on sait qu'elles sont très souvent ornées de ces petites lamelles qui sont, alors ça on les trouve, mais c'est vraiment un intemporel du look antique de par tout le bassin méditerranéen, ces systèmes-là qu'on retrouve presque jusqu'au Moyen-Âge, sur des chevaux, sur des cuirasses, enfin on aime beaucoup ça. Donc on a choisi de le représenter comme ça, et les œillères, ça permet au cheval de ne pas voir ce qu'il a derrière, parce que comme il a une vision quand même qui est à presque, enfin il voit derrière, hein, il voit pas pile poil devant, il voit bien sur les côtés. Et du coup, certains chevaux sont difficiles à désensibiliser à l'arrivée du véhicule à l'arrière. Donc ça sert à ça les œillères en fait. Donc on les a mis parce que voilà, on peut les mettre. Par contre le mort, il ne faut pas regarder. Alors oui. Si vous voulez voir un mort, il faut aller voir des musées qui représentent, qui présentent des pièces archéologiques qui viennent de Syrie. Parce que le type de mort qu'on avait était très décoré sur le côté, sur les branches. Et à l'intérieur, en attelage, ils utilisaient les morts qu'on utilise aujourd'hui brisés. C'est-à-dire qu'il y a une articulation dans la bouche. Pour nous, aujourd'hui, on a fait le choix en public d'utiliser des morts Liverpool, des morts modernes, pour avoir un frein beaucoup plus rapide, parce qu'on n'a pas un champ de bataille ici. On a 40 mètres sur 20 mètres et du public tout autour. À l'époque, l'intérêt, c'était quand même de le recharger dedans. Enfin, en tout cas en Syrie, hein, puisque là, c'est vraiment du transport. Là, c'est du mycénien, c'est transport, mais il faut savoir que l'origine du mycénien, elle est quand même très moyenne-orientale, oui. Et du coup, l'utilisation du cheval, l'attelage du cheval à la guerre, avec la chance qu'ils ont d'avoir des grandes surfaces complètement planes avec du sable, là, tu te fais plaisir au galop, hein. Donc là, tu t'en fiches si ça s'arrête pas, au contraire, ça empiétine maximum, c'est ce qu'il faut. Alors il se trouve aussi qu'il y a un chercheur qui s'appelle De Beckert, qui est un chercheur belge, qui a fouillé justement en Syrie, et ils ont trouvé une des versions d'un char mycénien en site. Et le problème, c'est que suite aux événements avec Daesh et compagnie, ils ont dû quitter le site précipitamment. Donc il existait un des seuls exemplaires visiblement de ce type de char qui était en Syrie. Donc peut-être existe-t-il encore si ça n'a pas été trop bombardé. On le saura plus tard quand ils pourront continuer à fouiller. Mais on sait que si c'est le cas, on pourra avoir des réponses très précises sur la technique, vraiment la technique grecque de la construction des chars.
Alors la Syrie, l'Iran, tout ça, c'est un peu les origines de la cavalerie type mycénienne, type grecque. On retrouve beaucoup de similitudes. Le type de chevaux aussi, alors vraiment très ancien. On avait les onagres, ces espèces de grands ânes, là, les mulets, et ensuite on a eu des chevaux. Mais en manière générale, il faut quand même bien savoir que le cheval de l'Antiquité, c'est un poney. Alors je terminerai en remerciant particulièrement donc tous mes élèves et anciens élèves qui sont venus travailler sur ce projet-là, qui soient d'ailleurs concernés par le projet ou non, qui sont venus à la menuiserie, qui nous ont aidés, Quentin Fournel qui a fait tous les plans et qui a suivi, les apprentis de la Girodia qui ont énormément travaillé, Fabien Marlieu qui s'est occupé du bronze, qui a présenté les journées aussi gallo-romaines, et tous ceux que j'oublie forcément dans les lycéens, dans les jeunes. Donc qu'on puisse continuer à porter des projets qui mettent monde contemporain, monde antique, expérimentateurs, chercheurs et lycéens, étudiants, tout ce qu'on veut, en fait, c'est extrêmement important et c'est tellement fédérateur pour eux quand ils peuvent participer et voir la concrétisation en démonstration. Merci.